On démarre par la revue des vulnérabilités Microsoft. Oula, ça va vite. Donc comme chaque mois, bulletin de vulnérabilité sur Internet Explorer et Edge, donc le nouveau navigateur de Microsoft. Étonnamment, ce mois-ci, aucune vulnérabilité en commun entre les deux navigateurs. Alors chaque mois, il y en a un certain nombre. C'est surprenant, surtout qu'il y a certaines vulnérabilités qui sont assez proches, mais bon. Je ne sais pas s'ils ne font pas maintenant des bulletins séparés et donc des codes CVE différents suivant les navigateurs. Une vulnérabilité en particulier concernant la récupération des proxys automatiques sur le réseau, mais dont on parlera tout à l'heure, qui s'appelle Bad Tunnel. Donc voilà, bon, sinon rien de spécial, toujours des exécutions de code à la consultation d'une page web. Toujours de l'exécution de code à l'ouverture de documents Office. Rien de particulier. Celle-là est assez intéressante, même si je n'ai pas trouvé de code d'exploitation public. Il s'agit d'une exécution de code à distance sur les serveurs DNS Microsoft lors d'une requête DNS. Donc ça, c'est plutôt moche, avec un impact plutôt fort, puisque souvent, votre serveur DNS Microsoft, c'est aussi le DC. Donc là, c'est exécution de code avec les droits du service qui fait le DNS, c'est-à-dire les droits système. Mais par contre, pas de code d'exploitation public. D'ailleurs, j'ai pas vu de... Alors, on ne le voit pas bien. Oui, non, c'est le truc qu'il faudrait que je baisse. Il n'y a pas de crédit, donc je pense que c'est une vulnérabilité interne qui a été trouvée par Microsoft et non pas par un chercheur indépendant. Mais un code d'exploitation de cette vulnérabilité doit valoir bien cher. Autre vulnérabilité très intéressante, c'est celle-ci concernant les groupes policy. Alors elle est assez rigolote parce qu'elle permet au final d'exécuter du code en tant que système, mais par l'intermédiaire du fait de pouvoir pousser une GPO sur un poste. L'idée, c'est donc de faire de l'usurpation de nom sur le réseau, de faire de l'usurpation de réponse DNS sur les requêtes DNS d'un poste et de se faire passer pour un DC. Et comme tous les échanges entre un DC et un poste utilisateur sont authentifiés par des clés qui sont dérivées du mot de passe utilisateur, si on connaît le mot de passe utilisateur, donc c'est quand même la condition sine qua non, si on connaît le mot de passe de l'utilisateur, on peut lui envoyer des GPO. Et par exemple envoyer une GPO qui dit rajoute une tâche planifiée qui exécute du code en tant que système. Alors ça peut être utilisé pour de l'attaque, mais ça peut être utilisé aussi localement pour faire de l'élévation de privilèges sur son poste. Et donc encore une fois, c'est lié à des attaques qu'on voit de plus en plus suite à une redécouverte du fait que les requêtes DNS, c'est de l'UDP, donc non connecté, et que sur Microsoft, il y a un autre protocole qui est LLMNR et NetBIOS et NBNS, qui sont des requêtes DNS broadcastées, donc on peut intercepter et surtout auquel on peut répondre en se faisant passer pour un DC. Et si on arrive à répondre plus rapidement que le DC, on peut rediriger l'utilisateur vers le nom de son choix et vers l'IP de son choix. Donc ça, c'est cette technique qui est utilisée pour ces groupes policy et tout à l'heure, j'en parlerai aussi pour la vulnérabilité Bad Tunnel. Bon, élévation de privilèges sur le noyau, rien de spécial. Encore des vulnérabilités au niveau du traitement. Pardon ? DNS, ça passe tous les coups de feu ? Oui et non. J'en parlerai juste après pour Bad Tunnel, mais oui et non. Bon, élévation de privilèges sur Samba. Ce qui est intéressant, c'est que là, il y a le code d'exploitation pour Metasploit. Voilà. Une vulnérabilité sur NetLogon. Bon, ça, c'est en fait si on se fait passer pour un faux DC. Lors de la synchro entre les DC, on peut exécuter du code sur le DC primaire, par exemple. Et Bad Tunnel, dont je vais parler tout à l'heure. Donc, tu disais qu'en fait, les requêtes DNS passent les firewalls. Oui et non. Des requêtes DNS au sens vrai DNS, port 53, oui. Oui, sauf que dans la plupart des SI, tu as quand même un serveur DNS qui fait l'intermédiaire et c'est lui qui s'occupe de refaire les requêtes DNS. Souvent, ce n'est pas le poste utilisateur qui fait la requête DNS. Par contre, dans le cas des requêtes de nom Microsoft, c'est-à-dire NetBIOS, ce n'est pas du port 53, ce n'est pas du DNS classique, c'est du port 137, 135, 137. En plus, c'est symétrique, c'est que c'est port 137 source, port 137 destination. Donc il n'y a pas de port à deviner, c'est le port source et destination est connu. Et cette attaque fait de l'usurpation du WPAD, je ne sais plus ce que ça veut dire WPAD, mais en gros c'est la configuration du proxy. Par défaut, le navigateur de Microsoft est configuré pour faire une requête DNS en faisant appel à wpad /wpad.pack, je crois. Ouais, sans doute. Et le W? Windows? Proxy? Web proxy. Et donc l'idée, ça, en fait, il y a plusieurs constats. Déjà, le fait qu'effectivement, si tu as un poste Windows avec un firewall activé,
bah, ces requêtes DNS peuvent sortir mais aussi re-rentrer. Et une fois qu'on a fait une requête DNS en sortie, ça ouvre un tunnel en entrée. Donc on peut avoir un canal de communication sur le port 137. Et puis après, ça part juste du principe de pouvoir faire de l'usurpation de nom et de pousser ce que l'on veut à un poste, en particulier la configuration de son proxy. Et une fois qu'on a poussé la configuration du proxy d'un poste, bon, c'est gagné. Là, ce qui est rigolo, c'est que ça part même du principe qu'en allant naviguer sur une page web, si on met un lien vers un anti-slash une IP WPA quelque chose, le navigateur va forcément faire une requête DNS là-dessus. Comme l'adresse IP, il ne la connaît pas localement, il fait une requête DNS publique. Avec un peu de chance, ça peut carrément sortir sur Internet et traverser les firewalls. Et de là, on peut après faire l'usurpation et pousser son propre WPAD qui peut être sur Internet. Et donc avoir la main sur se faire passer pour le proxy. Et donc toutes les requêtes du poste passent par le proxy que l'on contrôle. C'est plutôt gênant. J'ai vu qu'il y aurait une présentation à Hack in the Box dans quelques mois sur une attaque à peu près similaire, mais là qui permettrait carrément de sortir de la sandbox d'IE11. Donc vous avez le lien là de la présentation. Et donc il y a beaucoup d'attaques récentes qui utilisent ce problème de requête DNS broadcastée, donc NetBIOS et LLMNR. En début d'année, il y avait des élévations de privilèges locales basées sur ça, ou une autre attaque aussi qui permettait de, entre guillemets, contourner BitLocker, mais qui contournait surtout l'authentification Kerberos et qui permettait sur un poste qu'on déconnectait du réseau, contourner l'authentification Kerberos, monter un faux DC, créer un compte avec le même nom de compte, et si sur le compte, on mettait que le mot de passe était périmé, sur le poste, quand on se loguait, on arrivait avec un mot de passe périmé et il fallait changer le mot de passe. Donc sans connaître le mot de passe, on pouvait changer le mot de passe du compte. Et même sur un poste BitLocké, on arrivait sur un Windows déchiffré puisque la clé BitLocker était chargée au démarrage. Donc ce type d'attaque, finalement, ça a une portée qui est quand même assez importante. Ça permet de contourner le chiffrement BitLocker, ça permet de faire de l'élévation de privilèges. Et ce n'est pas encore fini parce que la personne à l'origine de ces attaques qui n'est pas là, je ne sais pas si je l'ai mis… Non, il n'y a pas son nom là, c'est bizarre. Il n'est pas dans les crédits Microsoft. A dit qu'il y avait d'autres attaques qui permettraient de faire de l'élévation de privilèges et qu'il le communiquerait là-dessus plus tard. Mais bon, enfin, de la requête de nom broadcastée sans aucune mesure de sécurité, c'est quand même un petit peu gênant. Mais malheureusement, c'est une fonctionnalité de Windows. Et d'ailleurs, Microsoft a discuté avec le chercheur qui était à l'origine de ces travaux. Et justement, lui insistait sur le fait que ces requêtes DNS broadcastées, c'est un petit peu gênant. Et Microsoft disait que faire de l'usurpation de réponse DNS, c'était pas de la sécurité, c'était une fonctionnalité, que c'était normal. C'était comme du spoof ORP, et donc ce n'était pas un problème de sécurité. À quel point c'est connu depuis, je dirais, plus de 20 ans. Bah, les années 90, oui. Les réseaux, on ne peut pas laisser circuler ça dans un réseau sans que ça foute en l'air. Eh oui. S'il fait une certaine taille. On est qu'en 2016, hein. Ça fait que 20 ans que le problème est connu. Parmi les nouveaux services dans Windows 10, il y a pas mal d'outils qui font de la collecte de comportements utilisateurs pour la remonter à Microsoft. Et il y a un service en particulier qui fait la collecte de plein de traces de toutes les applications, principalement pour de la performance. En fait, il reçoit tous les events de Windows, les traite pour faire de l'analyse de performance et améliorer les performances des applications. Et en fait, on peut forger certains events, lui envoyer et on exécute du code au niveau du service. Bon, Microsoft Exchange, je passe. Des vulnérabilités dans le lecteur de PDF de Windows 8 et 10, dont un qui permet d'accéder à des fichiers du contexte utilisateur, c'est-à-dire que le lecteur PDF exécute du JavaScript, et je crois qu'il est codé en JavaScript, et en gros en JavaScript on peut avoir accès directement à des fichiers du poste utilisateur. On contourne en fait les politiques de sécurité locale. Je ne sais pas pourquoi ça a été mis en sécurité, un délit de service sur Active Directory, il y a le même sur la recherche Microsoft Windows, c'est juste du délit de service non exploitable, donc bon voilà. Et puis maintenant, comme chaque mois, les bulletins de vulnérabilité Adobe Flash Player qui sont communiqués comme des bulletins Microsoft, là il y en a 38. Bon, Windows XP Post-Ready, toujours mis à jour. Je vais passer rapidement. Pas d'advisory ce mois-ci. Quelques petits points rigolos sur Microsoft. Donc récemment, une américaine a vu son poste mis à jour sur Windows 10. Et donc a attaqué Microsoft en justice et a gagné 10 000 $. C'est pas mal. Alors depuis cette décision de justice,
Donc Microsoft maintenant, dans la fenêtre de mise à jour de Windows 10, avant c'était hyper compliqué de trouver l'endroit où il fallait cliquer pour ne pas mettre à jour. Maintenant c'est demandé gentiment et poliment avec un joli bouton qui permet de dire non, je ne veux pas Windows 10. Maintenant c'est vraiment une fenêtre avec 3 boutons, accept, décline, et je ne sais plus quel est le troisième, later, un truc comme ça, postpone. Antivirus, toujours des vulnérabilités, on parlera du deuxième après. Bon, celle-là, c'est encore des vulnérabilités découvertes par Tavis Ormandy de Google Zero, des vulnérabilités sur l'antivirus Symantec, puisque bien sûr, tous les antivirus de la place ont un certain nombre de parseurs pour tous les formats de fichiers qui existent, dont UPX, et tout ça c'est parsé en mode noyau, sans aucune sandbox, ce qui fait que dès qu'il y a une vulnérabilité, on exécute du code en mode noyau. Donc là, il y a un certain nombre de vulnérabilités. Voilà, il y a la même chose pour PowerPoint. Donc le parseur qui est en mode noyau qui parse ses fichiers PowerPoint, et là on a du buffer overflow, donc exécution de code. On a quand même le gouvernement US qui s'est mis dans la boucle et qui a vraiment demandé à tout le monde de mettre à jour au plus vite ces antivirus, parce que ça touche quasiment tous les outils Symantec. Norton Antivirus, enfin toute la série d'antivirus Symantec. Antivirus Armadillo avec une vulnérabilité, alors c'est pendant les mises à jour. Il y a une vérification du certificat du serveur sur lequel on va chercher les mises à jour, mais en fait, si le certificat est mauvais, bon, ça met quand même à jour, et on peut potentiellement écrire n'importe où sur le disque grâce à ça. Il y a juste ça qui a été révélé sur Full Disclosure, mais il y a une petite présentation privée à BeRump il y a quelques semaines, où une personne a présenté beaucoup de choses sur Armadillo, et en termes de sécurité, il y a vraiment beaucoup de problématiques. wget. Parce que c'est rigolo quand même de voir des vulnérabilités sur des vieux outils. Alors c'est une vulnérabilité assez particulière, puisqu'en fait quand vous faites une requête avec wget, il suit les redirections 302, ce qui fait que vous pouvez le rediriger vers l'endroit où vous voulez. Vous pouvez le rediriger en particulier vers un FTP, et il est possible, du fait du FTP, si vous ne précisez pas l'endroit où vous voulez enregistrer le fichier que vous téléchargez, d'écraser n'importe quel fichier du disque localement. Ça, c'est plutôt sympathique. Après, il y en a qui sont amusés à faire des petits serveurs web assez rigolos où dès que vous faites un wget, donc dès qu'il repère l'user agent de wget, il fait télécharger là un fichier zip de 100 Go. Bon, c'est pour embêter les gens qui font des wget. Donc si vous utilisez wget, 1. Mettez à jour, 2. Changez l'user agent, et 3. Spécifiez toujours le nom du fichier dans lequel vous allez télécharger. Ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est typique de Firefox. C'est un contournement des Same Origin Policy, donc, qui permettent d'empêcher le fait d'aller télécharger du contenu, en particulier des scripts JavaScript, ailleurs que sur un site prédéfini. En fait, si vous mettez un caractère spécifique, donc là c'est 0B, dans l'URL, vous pouvez contourner les Same Origin Policy. Donc ça c'est assez sympa, quand vous avez une XSS par exemple, de pouvoir injecter le code que vous voulez. Après c'est spécifique à Firefox. Typiquement sur Chrome et IE, ça ne fonctionne pas. Bon, là je passe. Celle-là est assez marrante, même si le smiley est mal placé, donc on ne voit pas le nom de l'entreprise. Ah, merde. Il s'agit d'une vulnérabilité sur VMware ESX. De ce que j'ai compris, c'est une vulnérabilité qui permet de sortir de faire une évasion de la machine virtuelle et d'exécuter du code sur l'hyperviseur. Sauf que VMware a communiqué sur le bug en disant non, c'est inexploitable, c'est impossible d'exploiter le bug et de réaliser un code d'exploitation. Voici, en fait, il y a des gens qui l'ont fait. Et donc, ils sont en négociation avec VMware pour corriger. Si vous utilisez vBulletin, qui est un gestionnaire de forums, je crois PHP, méfiez-vous, enfin soyez aux aguets, parce qu'il y a une vulnérabilité 0D qui est en cours d'exploitation en ce moment sur le web. Apparemment, ça permettrait en gros de récupérer le contenu de la base de données. Donc, si vous utilisez ça, méfiance. Augmentez le niveau de trace, durcissez votre WAF. Tant qu'un patch n'est pas sorti, enfin, tant que la vulnérabilité n'est pas identifiée et que le patch n'est pas sorti, ou qu'en fait c'est juste un hoax, et voilà, méfiez-vous. Ça, c'est rigolo aussi, c'est sur le contournement des WAF, donc éléments de sécurité. Sur le protocole HTTP, vous avez un certain nombre d'entêtes qui vous permettent de préciser votre adresse IP réelle. Et il y a le fameux X-Forwarded4 qui est utilisé par les proxys, il y a aussi X-Remote-IP, etc. Si vous mettez par exemple 127.0.0.1 au niveau de cette entête et que vous envoyez ça, certains WAF, ça permet de contourner certains WAF, donc qui ne passent même pas leur politique de sécurité,
parce qu'ils regardent cette adresse IP, ils disent « Ah bah c'est moi, je ne vais pas faire de l'analyse de sécurité sur mes propres requêtes. » Donc ça permet de contourner le WAF. Non, il n'est pas là. Il y a un constructeur de WAF qui est un peu leader au monde qui est vulnérable à ça. Ça, encore des vulnérabilités découvertes par Google Zero. Je crois que c'est encore Tavis Ormandy. Bromium, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un système de sandboxing qui fait de la micro-virtualisation. Pas tout à fait, un peu comme Docker, mais pas tout à fait. L'idée, c'est en fait de sandboxer une application et d'avoir une application vraiment dans un environnement sous Windows, contrôlé, maîtrisé, et normalement l'application ne peut pas accéder vraiment au disque, ne peut pas accéder aux autres processus, etc. Et en fait, là, il a présenté deux techniques de contournement assez simples, une qui permet d'utiliser des menus pour juste s'échapper de la VM, et l'autre pour exécuter du code en sortant de la VM. Parce qu'en fait, je crois que l'histoire, c'est qu'il ne faut pas l'énerver, Tavis. Il a posé des questions à Bromium, c'est un peu comme l'histoire de Sophos antivirus. Là, il a posé des questions à Bromium, je crois qu'en gros, il a demandé voilà, comment ça marche votre truc, est-ce que vous pouvez me filer des infos, des docs? Les gars ont dit non. Il dit bon, je vais regarder, et voilà. Il y avait eu la même histoire, je crois, avec Sophos, où il y a un truc qui s'était mal passé avec Sophos, donc il s'est un petit peu énervé, il a analysé complètement l'antivirus, et il a publié un papier, donc il y a quelques années, prouvant qu'en fait, c'était un antivirus totalement pourri, bourré de vulnérabilités, qui était incapable de scanner le moindre virus. Donc, voilà. Donc ne pas énerver Tavis. Ça a fait beaucoup de bruit. Syncpwn, c'est un chercheur qui a fait de la recherche au niveau du UEFI, donc la suite du BIOS, le remplaçant du BIOS de vos PC, qui a beaucoup plus de fonctionnalités, qui permet d'exécuter des applications, d'avoir même un shell. Intel fournit un système bootable qui permet d'avoir un shell au niveau de l'UEFI. Et en fait, ça peut être vulnérable du fait de la complexité. Et donc un chercheur a trouvé des vulnérabilités sur les Lenovo ThinkPad. Je regarde ce que vous avez. J'en vois. Et donc en fait c'est très simple. Je peux exécuter du code sur UEFI, trojaner le firmware, enfin le BIOS, et après c'est contournement de BitLocker, injection de processus dans tous les processus et services du système derrière. Enfin on peut faire ce qu'on veut. J'ai pas compris là, comment on pirate là? Alors attends, j'ai lu, mais c'est quand même un peu chaud. C'est au niveau des instructions SMM de l'UEFI. Il arrive à injecter du code et à exécuter du code au niveau du UEFI. Mais ça marche sur quel OS ça? Aucun OS. Il faut booter. Si on arrive à booter sur un autre média, en fait il y a plusieurs cas. Soit j'arrive à booter sur une clé USB et c'est gagné. Soit je suis sur ton poste, j'exploite. Alors là, il faut chaîner les vulnérabilités. J'exécute du code, élévation de privilèges. Et après, exploitation. Au boot, pré-boot. Tu bootes avec une clé USB par exemple. Moi, c'est comme ça que j'ai testé sur mon poste. Avec une clé USB là-dessus là. Je sais pas, c'est quoi ta. Bah, c'est ThinkPad là, ce que tu dis là. Ah bah, je mets une clé USB, j'appuie sur F je sais pas combien au boot. Je dis booter sur ma clé UEFI. Et voilà. Sauf si c'est désactivé. Tu avais une question ? Je ne crois pas, parce qu'en fait, au début, la personne pensait que c'était lié à Lenovo et au ThinkPad. Et en fait, c'est plutôt lié aux composants Intel. C'est pour ça qu'en fait, les HP Pavilion et plusieurs autres cartes mères sont aussi vulnérables. Moi, j'ai testé sur ce poste-là, qui est un Dell 7440. Et ce n'est pas fonctionnel, mais non pas parce que ce n'est pas vulnérable, parce que les anciens Dell sont vulnérables. Ceux-là sont vulnérables. Non. Ouais, non, ceux-là sont. En fait, c'est pas qu'ils sont pas vulnérables, c'est qu'ils utilisent d'autres jeux d'instructions. Et donc la personne à l'origine de cet exploit m'a codé un truc spécifique que je dois tester ce soir. Bon, ça c'est une erreur de copier-coller. J'aurais dû le mettre dans la partie crypto, mais c'est Let's Encrypt qui a une activité un peu chargée en ce moment. Il y a Starcom qui a essayé qui délivrait avant des certificats payants, qui a voulu se mettre à faire comme Let's Encrypt et donc faire une autorité de certification gratuite. Sauf qu'ils se sont un petit peu plantés. Typiquement, quand vous essayez de générer un certificat pour un site, c'est vous qui avez la main sur le chemin du fichier que le site est censé vérifier. En fait, il y a une API qui va vérifier que vous possédez bien le site web en vous disant mettez tel fichier à tel endroit sur votre site web. Sauf qu'en fait, vous avez la main sur le chemin. Ce qui veut dire que si j'arrive à uploader sur par exemple GitHub, sur mon repository, le chemin que je veux, ce nom de fichier,
je peux leur dire, bah voilà, moi je veux signer un certificat pour GitHub. Et ça marche pour tous les sites web sur lesquels vous pouvez uploader un fichier et qui est accessible simplement avec une URL. Donc vous pouvez signer OneDrive, Google Docs, je ne suis pas sûr, Dropbox, bon ça a été corrigé. Et il y a tout un tas de vulnérabilités en fait, de cette autorité de certification assez triviale au moment de la vérification le fait que vous possédiez ou pas le vrai nom de domaine. Startcom faisait des certificats gratuits. Ah, ils faisaient les gratuits avant? Et moi, j'avais utilisé ça pour côté perso. Et ils ont envoyé un mail, j'imagine, à tous ceux qui avaient des certificats gratuits, de très très mauvaise foi, de comparaison avec Let's Encrypt, en disant on est bien meilleur que Let's Encrypt avec l'erreur. Bah, ils sont bien meilleurs parce que tu peux signer un certificat GitHub. C'est sympa. Moi je trouve qu'ils sont... Let's Encrypt le fait pas, ça. Attends, un certificat de Dropbox, enfin c'est quand même... autre chose assez rigolote, je pense que quand ils ont reçu la lettre, ça ne devait pas être rigolo, maintenant ça l'est un peu plus. Donc Komodo a essayé de voler la marque Let's Encrypt. Ils ont voulu déposer Let's Encrypt with Komodo et Komodo Let's Encrypt. Alors donc ça s'est un peu mal passé avec Let's Encrypt qui a publié sur son blog un courrier et finalement Komodo a décidé d'abandonner le vol de la marque. Bon, ça se termine plutôt bien. Parce qu'en fait, Let's Encrypt, c'est juste des... Enfin, c'est pas une grosse société derrière, c'est des gens qui ont peu de moyens. Donc face à des avocats d'une grosse boîte comme Komodo, ça aurait été compliqué. Bon, ça c'est relativement intéressant parce que potentiellement, pour corriger ça, il faut modifier le hardware de vos Android. Mais en gros, il existe une vulnérabilité sur Android, sur la partie Trust Zone. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Je ne suis pas expert, mais en gros, vous avez la partie du système noyau et là où sont et userland où sont vos applications, et vous avez un espace supérieur qui est la Trust Zone où là tourne vraiment toute la partie 3G, GSM, etc. Et en fait, à ce niveau-là, il y a une vulnérabilité qui permet de contourner tout le chiffrement et donc de prendre la main complète sur le téléphone. Et le problème, c'est que c'est lié à des composants matériels, ce qui fait que, apparemment, pour corriger ça, une mise à jour logicielle ne suffirait pas. Ah oui, ça c'est très rigolo, ce sont des chercheurs, c'est un peu lié, j'en parlais tout à l'heure avec Facebook, des chercheurs qui ont essayé de contourner la double authentification Google. Donc la double authentification Google, c'est login, mot de passe, et ensuite le petit code que vous avez sur votre téléphone. En fait, ça devrait mettre de l'authentification forte parce que c'est double facteur. Et en fait, les chercheurs sont juste fait passer pour des gens de Google en demandant très poliment aux utilisateurs la petite clé, le petit code secret pour l'authentification. Ça passe. Alors bien sûr, il faut connaître l'identifiant et le mot de passe de la cible. Mais potentiellement, si vous compromettez un poste, vous pouvez avoir ces informations-là. Par contre, vous n'avez pas compromis le téléphone, donc vous n'avez pas le petit code supplémentaire qui permet de faire l'authentification forte. Donc là, en demandant très poliment à la personne, en se faisant passer pour le support Google, certaines personnes vous donnent ce petit code. Bon, Apple, je passe. Ça, je passe. Ah oui, ça c'est assez rigolo. Donc sur BMW, quand vous avez une BMW et que vous avez donc Connect Drive, vous avez un portail web BMW qui vous permet de faire un certain nombre de choses. Et en fait, il y a des vulnérabilités qui permettent de faire les réglages de la voiture à la place d'un utilisateur. Donc là, qu'est-ce qu'il a mis? Oui, chauffage, vous pouvez gérer le chauffage, l'éclairage. Donc vous pouvez bien pourrir la voiture de quelqu'un. Bon. L'envoi d'email. Bon, tu ne prends pas encore le contrôle de la voiture, mais c'est pas loin. Non. Mais potentiellement, si tu mets la clim à fond, la musique à fond, les lumières, ça peut être un petit peu dérangeant. Ça a fait une grosse activité. Est-ce que vous connaissez Ethereum? C'est un équivalent de Bitcoin assez récent qui a déjà une valorisation qui dépasse le milliard. En gros, il y a une espèce de fonds d'investissement anonyme qui s'est créé, qui s'appelle DAO. Je ne connais plus la signification des lettres, mais bon. Et qui permet de financer des projets, mais automatiquement. Donc en fait, il faut faire des requêtes, et suivant un certain nombre de critères, ça permet de valider ou non le fait de vous attribuer des fonds. Enfin, pas directement des fonds, d'abord des espèces de jetons qu'on peut ensuite transformer en Ether, la monnaie de Ethereum. Et donc il y a un hacker, donc un petit malin, qui a trouvé une technique qui permettait d'avoir une boucle infinie, de faire des requêtes infinies et d'annuler la transaction, mais de récupérer quand même les jetons et ensuite de transformer ça en Ether. Et donc il a volé 56 millions
en équivalent dollar d'Ether. Donc ça a fait un grand bruit, donc ils ont arrêté Ethereum pendant un moment. Et sauf que ça pose un gros problème parce que c'est le principe de ces systèmes décentralisés. Pour régler le problème, il faudrait recentraliser et soit on fait un soft fork, c'est-à-dire en gros c'est un patch où on republie le contrat, en fait c'est le petit code qui permet de valider les transactions, soit on republie, donc tout le monde doit l'accepter, ce qu'il faut que tout le monde soit d'accord et tout le monde n'est pas d'accord, soit on fait un hard fork, c'est-à-dire qu'en gros on prend les mêmes et on recommence. Donc tout n'est pas encore décidé, ils ont essayé de faire un vote, le sujet n'est pas terminé, et surtout que le criminel, enfin le hacker dit « mais non mais moi c'était une fonctionnalité que j'ai utilisée, donc non, moi mon argent je le veux ». Donc c'est pas encore terminé, c'est très problématique et surtout ce qu'a dit aussi le criminel c'est que alors après je sais pas s'il dit ça pour justifier mais c'est qu'il valait mieux que ça arrive maintenant que plus tard quand ça aurait eu une valeur de folie, que ça aurait signé des milliards de transactions dans tous les sens parce que ça prouve que finalement ça, encore une fois la sécurité peut faire tout s'écrouler, enfin peut faire que tout s'écroule. C'est pas un bug dans Ethereum, c'est un bug dans le code associé. De la DAO, oui. Finalement, Ethereum, si je me plante dans mon contrat, c'est pas grave, on corrige. Mais est-ce que le code et la loi, et tant pis pour ceux qui les plantent. Ouais. Parce qu'ils ont si. D'un autre côté, Ethereum est plein en bêta. Parce que enfin je sais pas comment l'appeler, le malin, le hacker, le criminel, a volé, je crois, un tiers ou la moitié des Ethers disponibles donc dans ce fonds d'investissement, ce qui est quand même conséquent. Et alors, ce qui est marrant, c'est que pendant les votes, il y en a qui étaient un peu ayatollah du truc, qui disaient tous ceux qui votent contre le fork, c'est-à-dire qu'ils sont pour les hackers, c'est-à-dire que ceux-mêmes, ce sont les hackers. Donc bon, le sujet n'est pas tranché, et je ne sais pas ce qu'il en adviendra. Je pense qu'on en reparlera en septembre, après les vacances. Bon, ça, c'est un petit peu comme ce dont je parlais tout à l'heure sur Google. Il suffit d'être un peu malin. C'est une personne qui a essayé de voler le compte je crois, d'un chercheur en sécurité sur Facebook. Et donc, il a envoyé des petits messages au support Facebook. Les gens ont dit « Ah non, mais on ne sait pas qui vous êtes, il faut que vous nous prouviez en nous envoyant une photocopie de votre pièce d'identité. » Donc, il a envoyé des fausses pièces d'identité. Et à force d'insister, finalement, les gens du support lui ont donné le compte. Donc, en insistant un petit peu, ça marche. Ah ouais, en envoyant des fausses pièces d'identité. Ouais. Là, est-ce qu'il y a... Bon, je sais pas s'il y a des sujets que vous voulez approfondir là ou pas. C'est quoi ça? Hummer infecte 1,4 million d'Android par jour. Ouais, c'est un virus, enfin, un trojan chinois qui a beaucoup de succès en Chine et qui rapporte pas mal d'argent à ses attaques. Tous les terminaux inférieurs Android 6. Ouais, ça doit utiliser une vulne non patchée de l'époque. Il y a 90% Et des ce que charges je comprends pas, c'est des terminaux qui se mettent jamais à jour. Bah non. Non, l'éditeur Samsung, ils sortent un peu, mais Wiko, ils sortiront jamais. Il y en a des milliers qui sortiront jamais de nouvelles. En fait, il y a plein de trucs Android qui se mettent jamais à jour. Voilà. Non, tous les vieux Android et puis toute la revente, le marché de la seconde main, les gens qui revendent leurs terminaux mobiles. Ensuite, au niveau des malwares, bon, de plus en plus de malwares qui utilisent les macro-office et surtout qui détectent les sandbox, mais bon, ça c'était prévisible. Ça c'est assez rigolo, c'est un ransomware qui est 100% en JavaScript et qui va chiffrer au fichier, mais en JavaScript, donc c'est assez marrant. Mais là c'est pur JavaScript, tout est en JavaScript. Des malwares sur macOS X, bon ça, celui-là est pas mal parce que c'est le premier ransomware vraiment détecté sur macOS X et surtout qui a été signé par Apple, c'est-à-dire qui a passé les contrôles de sécurité Apple et qui s'est retrouvé sur le store. Alors heureusement, Apple a réagi assez vite, a révoqué assez vite le certificat et l'application et surtout a mis à jour son antivirus et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un antivirus sur macOS X. Et je ne savais pas parce que je pensais que sur macOS X il n'y avait pas de virus, donc pas besoin d'antivirus. Et apparemment, parce que souvenez-vous, je crois qu'il y a un an, il y avait une application sur le store Apple qui a été supprimée parce que c'était un antivirus. Et Apple a dit « Mais non, ça ne sert à rien l'antivirus, il n'y a pas de virus sur Apple. Pourquoi, quel est le besoin d'avoir un antivirus ?» Oui, c'est deux légendes urbaines pour le prix d'une, autant les casser. Donc, les premiers virus sont apparus sur Mac. Non, le premier virus c'était DOS et ça a été développé par des Indiens. Les virus qui ont eu un impact Ah oui. important.
mais le premier date des années 80, était développé par des Indiens. Il y avait un reportage assez intéressant de Mikko Aiponen de F-Secure qui a été retrouvé les gars, parce que dans le virus, il y avait l'adresse de leur domicile. Et en fait, les gars ont aujourd'hui une entreprise de sécurité dans l'informatique. Ça, c'est assez rigolo. Alors, qu'un objet connecté soit vulnérable, bon, ça, il n'y a rien d'exceptionnel. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est que il y a une personne. Donc, l'objet, on peut l'acheter sur Amazon. Et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit oui, mais attendez, il y a un problème de sécurité, c'est pourri, à distance, on peut éteindre et allumer la prise connectée. Et l'entreprise poursuit, enfin menace et poursuit la personne qui a fait ce commentaire. Vous avez l'article. Bon, ça, je passe. Ça, c'est plutôt intéressant. Alors, le document est assez ardu, mais vraiment intéressant. Je vous l'ai résumé en 2 lignes. Ça explique comment backdoorer Diffie-Hellman. Et en gros, il présente 2 principales solutions. C'est juste bien choisir PEQ pour qu'il soit vulnérable à certaines attaques. Donc en fait, PEQ, tout simplement, on peut les choisir pour que ça réduise la complexité du logarithme discret. Et il y a des attaques qui permettent de simplifier, enfin de réduire l'espace des possibles. Et il y a aussi l'algorithme de Polar qui, dans certains cas, est ultra efficace. Et en fait, si on choisit très bien P-1 et Q-1, on est vulnérable à la méthode de Polar. Et donc en fait, on peut potentiellement backdoorer Diffie-Hellman assez intelligemment en choisissant bien les valeurs. Je vous recommande la lecture du document, il est vraiment très très bien fait. Donc sans que ça se voit. Sans que ça se voit, bien sûr, oui. C'est vraiment du Diffie-Hellman sur des points faibles. Ouais, c'est-à-dire que là, tu dois vraiment faire une analyse crypto. Et ouais. Ils sont publiés, les PQ ou leurs propriétés qui permettent de faire dans le papier. Oui, tout est dedans, oui. Géant. Donc après, tu peux regarder si les premiers publiés, les premiers utilisés par tout le monde, comme par Signal par exemple, sont vulnérables à ces attaques-là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça qui est assez rigolo, c'est un petit framework qui s'appelle Mimikittens, je crois, c'est ça, qui permet de récupérer en mémoire des éléments intéressants. Là, c'est principalement la mémoire des navigateurs, et c'est juste par expression régulière, ça va rechercher des morceaux d'URL qui seraient des posts de login et mot de passe ou des cookies intéressants, des choses comme ça sur Google et je ne sais plus quel autre site. Bon. Ça aussi, c'est pas mal en PowerShell, ça permet d'aller récupérer tout simplement la clé qui passe en mémoire. PowerShell devient de plus en plus utilisé pour de l'attaque. C'est vraiment très 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 pratique. Mais du coup, il faut que ça soit lancé qui passe ou non? Ah, si tu utilises qui passe, il est toujours en mémoire. Qu'est-ce que tu appelles lancer? Oui, oui. Après, il y a le mode de qui passe où à chaque fois que tu as besoin d'un des mots de passe, il faut que tu tapes ta clé pour débloquer, enfin déchiffrer les mots de passe. Ah, donc ça aussi, on en parlait tout à l'heure de Bad Tunnel et donc des attaques basées sur NetBIOS et LLMNR, donc les broadcast DNS. Donc là, vous avez un white paper assez intéressant qui présente des techniques d'exploitation de cette fonctionnalité selon Microsoft. Ça aussi, c'est pas mal parce que ça a été intégré dans l'outil Mimikatz, donc de Benjamin Delpy. Il est possible de récupérer à la fois les mots de passe de certains sites du navigateur, mais aussi les cookies qui sont avec l'API DP API de l'AD et donc de Microsoft et donc de votre poste local. Donc grâce à cette API, dans Mimikatz aujourd'hui par exemple, vous pouvez récupérer les mots de passe quand vous êtes connecté sur Gmail par exemple, ou même le contenu des cookies de Google Chrome. Un petit outil de l'ANSI qui est très intéressant. Quand vous utilisez RDP, pour des raisons de performance, votre fenêtre est découpée en plein de petits carrés. Et ces petits carrés sont cachés dans un fichier qui se trouve dans le répertoire, vous avez app data, local, Microsoft, machin. Et donc, je ne connaissais pas d'outil vraiment pratique pour récupérer ça. Et en fait, là, il y a l'ANSI qui a publié un outil en Python qui permet donc d'extraire toutes ces petites icônes. Donc là, je l'ai fait ça sur mon poste. Bon, j'ai censuré les trucs un peu embêtants. Mais ça récupère donc tous les petits carrés comme ça avec les bouts de fenêtres. Et après, vous pouvez recomposer. C'est dans l'ordre. Donc en gros, vous pouvez les reprendre et recomposer la fenêtre RDP. C'est plutôt intéressant et ça marche vraiment très très bien. Ça log combien de temps? Ça Log combien de temps? Oh, super longtemps parce que Le cache, je sais pas, très très longtemps, je pense.
Ça, c'est assez rigolo, surtout quand ça disparaît. En fait, c'est une technique qui était assez connue, mais finalement pas trop publiée. C'est en fait pour rendre du code, enfin pour obfusquer du code, une technique, ça consiste en fait à injecter des jumps un peu partout, mais de jumper sur l'instruction suivante, plus 1 ou 2 octets, et au milieu de rajouter des octets qui ne veulent rien dire. Et le fait est que la plupart des débuggers, IDEA par exemple, les outils qui vont vous permettre de faire de la reverse, que ce soit radar, etc., quand ils débuguent, ils lisent les instructions une par une et vont prendre ces octets comme des opcodes x86 ou AMD 64 et donc vont comprendre n'importe quoi sur la suite du code du fait de ce décalage et ne seront pas capables de vraiment lire du code du fait de ce jump. Je ne sais pas si j'ai été clair. C'est très rigolo et très intéressant. Et donc il y a un outil qui a été publié qui permet d'automatiser ça. Vous mettez votre binaire et ça le transforme et, voilà, et c'est magique. C'est du brouillage. Oui, c'est de l'obfuscation. Oui. Ça existe en français maintenant, obfuscation? Moi j'utilise le terme obfuscation. Il faut regarder sur Bitoduc. Brouillage de code. Le brouillage a une autre définition, hein, c'est plus complexe. Depuis quelque temps, on rajoute une section défense, parce qu'on parle beaucoup d'attaque, mais c'est bien aussi de défendre. Ça, c'est plutôt intéressant. C'est un papier qui a été publié par Intel et donc qui devrait être intégré prochainement. C'est pour bloquer les ROP. Donc les ROP, en fait, c'est de se baser non plus sur son propre code, mais d'utiliser ce qu'on appelle des gadgets, donc des tout petits bouts de code d'applications spécifiques pour recomposer un code d'attaque. Je ne sais pas si j'ai été clair dans la définition d'un ROP, mais bon. Et là, en fait, c'est le fait d'utiliser une pile cachée qui n'est pas accessible depuis les applications pour tous les retours des appels. Et en fait, lorsqu'un retour d'appel est demandé, vérifier entre la pile cachée et la vraie pile si c'est la bonne adresse. Et si ce n'est pas la bonne adresse, dans ce cas-là, ça génère une exception. Le problème, c'est que ça a déjà été contourné par des LOP, Loop Oriented Programming, où là, l'idée, c'est de non plus faire appel à des tout petits bouts de code, mais carrément à des fonctions complètes qui vont générer un certain nombre de changements dans la mémoire, à partir de ça, de réussir à continuer son injection de code et son exploitation. Ça peut être intéressant pour la détection. Il y a pas mal de nouveaux événements dans Windows qui permettent vraiment d'être efficaces, en particulier pour détecter les mouvements latéraux. Et j'ai rajouté ça aussi pour tout ce qui est PowerShell, pour détecter certains événements PowerShell qui commencent à être de plus en plus utilisés pour l'intrusion. Je vous recommande vraiment de lire ça si vous faites de la défense. Ça permet au moins de sélectionner les événements à devoir collecter et à regarder. Ça aussi, c'est pas mal. C'est quelqu'un qui a développé un HIPS en WMI et PowerShell et qui fonctionne. J'ai testé rapidement sur une petite maquette et ça marche pas trop mal. Ça rend des services basiques, détecter qu'un service est arrêté ou des choses comme ça. La copie de fichier dans des répertoires un peu louches, je ne sais pas si je l'ai mis, type Corbeil, Temp. Si on exécute des binaires depuis ces répertoires-là, des choses comme ça, ça marche pas mal. En tout cas, c'est gratuit. C'est qu'en local? C'est en local, bien sûr. Après, tu peux remonter des logs et des alertes. Donc, vous mettez un logo dessus, vous le revendez comme une offre commerciale d'HIPS. J'ai pas compris, ça s'appelle comment? Ça s'appelle pas. C'est un gars qui a développé un petit script qui permet de faire ça. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom, mais c'est efficace. Tiny Antivirus, qui n'est pas souverain et qui pourtant fonctionne bien. C'est un chercheur qui s'est amusé à faire un petit antivirus qui vise principalement certains virus polymorphes et qui aimerait bien étendre ça à d'autres virus. Voilà. Bon, ça, c'est un auteur qui préfère garder son anonymat. En fait, je me suis amusé à faire un truc assez rigolo, c'est qu'il y avait une présentation à Stick, je ne sais pas si vous en avez parlé tout à l'heure, c'était pendant une rump, un gars de l'ANSSI qui disait voilà, nous on s'est rendu compte que certains virus détectaient la présence d'antivirus et ne s'exécutaient pas. Et il a dit voilà, donc si j'installe tous les antivirus, qu'est-ce qui se passe? Alors installer tous les antivirus c'est compliqué, donc je vais juste ajouter tous les antivirus à la base WMI qui permet aux virus de détecter la présence d'un antivirus. Et ce qu'il constatait, c'est que beaucoup de virus ne se lançaient pas quand ils détectaient, je sais pas, Kaspersky ou F-Secure, etc. Donc là, je me suis amusé à faire un petit script qui va juste injecter dans la base WMI tous les antivirus que vous voulez. Et ça permet juste de donner l'impression que tous les antivirus de la planète sont installés sur votre poste.
Bien sûr, je ne vous recommande pas. Écoute, je sais pas, je le fais sur mon poste pour le fun, mais non, c'est plus pour rigoler qu'autre chose. Derrière, est-ce que tu l'as testé avec l'injection de... Je l'ai testé avec 2 virus, mais je savais que ces virus détectaient la présence d'antivirus. Donc ils n'ont pas. Bah non, ils se sont lancés et puis ils ont tout de suite quitté. Ils sont arrêtés. Ouais. Est-ce qu'ils s'autodétruisent ou pas? Presque, ils s'arrêtent. Bon, voilà. Alors, bon, on en a déjà parlé la dernière fois, mais Microsoft a racheté LinkedIn pour 26 milliards de dollars. C'est juste hallucinant. Donc ça, c'est pour le fun. C'est une photo qui tourne un petit peu sur Internet où en fait, 26 quand vous avez milliards de sur... dollars, ça valorise à combien le compte LinkedIn actif? Ils ont combien de comptes? 500 millions? Ouais, donc 50 $. Disons qu'ils en ont 260 millions de vrais actifs. Ah bah 1000... réels, ça fait 100 $. 100 $. Ça veut dire qu'un compte LinkedIn Vaut va 100. lui en vendre pour plus de 100 $. Putain, bah, je Pas vois mal. pas ce qu'ils vont arriver à me vendre. Hein. La formation en sécurité. Ouais. Ensuite, Silent Circle, entreprise suisse, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui éditait le téléphone Blackphone. C'est Philippe Zimmermann qui était à l'origine de cette entreprise. Il ne va pas très très bien aujourd'hui. Déjà du fait de l'échec commercial du Blackphone, qui n'a pas du tout marché. Et aussi du fait qu'ils sont en procès avec un partenaire espagnol qui lui réclame des sommes d'argent hallucinantes. Du fait d'un partenariat qui s'est mal passé. Donc ils ont dû licencier 15% de leur effectif et je ne sais pas ce que ça va donner. Et il faut que je corrige une faute d'orthographe d'ailleurs, donc je ne sais pas ce que ça donnera à terme. Il en est parti, Zimmermann. Comment? Il est parti? Ah, c'est possible. Ça, c'est assez amusant. C'est des exemples de problématiques liées à l'intelligence artificielle. Typiquement, en gros, ça compare à l'humain et l'idée, c'est de dire l'humain fonctionne d'abord grâce à l'échec et s'améliore grâce à l'échec. Et que l'intelligence artificielle, comment va-t-elle apprendre de l'échec? Il y a des exemples donnés comme comment savoir qu'il ne faut pas naviguer près des côtes en bateau. Donc des exemples comme ça bon, pour voir ce que pourrait donner l'intelligence artificielle plus tard. McAfee, Intel, c'est déjà fini. En tout cas, Intel essaie de se débarrasser de McAfee. Ça aussi, c'est plutôt intéressant. C'est les fuites de données. Apparemment, ce serait une moyenne sur un certain nombre d'entreprises, coûterait à peu près 4 millions de dollars par an aux entreprises. Par contre, ce qui est un peu moche, c'est que mettre en place une équipe de réponse à incident réduirait ça juste de 400 000 dollars. Bon, en termes d'invest, il faut voir combien coûte une équipe de réponse à incident. C'est peut-être Ponemon qui a fait l'étude. Bon, ça, on en a parlé tout à l'heure. Alors, je ne cite pas de nom. Apparemment, Martine a fait un voyage en Israël avec son téléphone. Là, c'est un théorème. Et Martine aurait laissé son téléphone. Je dis aurait parce que apparemment, ça a été. Certains disent que c'est pas le cas, mais aurait laissé son téléphone sans surveillance. Et apparemment, de retour en France, sur le sol français, Martine aurait constaté que son téléphone ne marchait plus. Après, c'était peut-être un honeypot pour récupérer leur backdoor. Ah oui, ça c'est rigolo. Ce sont les scripts de comment ça s'appelle, l'outil de la NSA. C'est pas dans la qui avait fait grand bruit au moment où Snowden avait balancé tous les documents, qui permettait de faire de la recherche partout. C'était, j'ai oublié. Enfin, le moteur de recherche de la NSA qui permet de tout corréler. Comment? Ouais, XKeyscore. Et donc il y a des scripts de configuration d'XKeyscore qui ont été publiés, dont celui-là. Si vous avez Tails comme distribution Linux, si vous utilisez IRC ou TrueCrypt ou Tor, alors dans ce cas-là, vous êtes un extrémiste. Et donc il y a tout un script, dans l'article, vous avez un des scripts là, vous avez plein de scripts comme ça qui permettent de déterminer si vous êtes un extrémiste, etc., suivant certains marqueurs comme ça. Si vous lisez Linux Journal, vous êtes un extrémiste. Par contre, si... Telegram, je ne sais pas. on Alors, est, regarde. On est chez Daesh. Regarde dans le fichier, tu as tout le script ici. Voilà, parce qu'en fait, VeraCrypt, ça n'existait pas à l'époque surtout. Et c'est pas dans ce script-là, je pense qu'ils ont mis à jour depuis.
C'est dommage que JP soit parti parce qu'en fait, il y a la Chine qui a émis un certain nombre d'exigences vis-à-vis des entreprises qui font du développement d'applications en Chine. Et ce qui est rigolo, c'est qu'une sur deux, moi je la trouve totalement légitime, et une sur deux, c'est juste pour de l'espionnage. Donc par exemple, les données de l'utilisateur doivent être protégées, c'est bien. Les utilisateurs doivent être informés de leurs droits et des données collectées par les applications, c'est bien. Il ne faut pas pirater les concurrents, c'est bien. Par contre, l'application doit vérifier l'identité de l'utilisateur. Je crois que c'est par numéro de téléphone ou carte d'identité, enfin un truc comme ça. On doit censurer, forcément. Enfin, les applications doivent faire de la censure et punir si jamais l'utilisateur contrevient à la censure. Et aussi, bien sûr, d'enregistrer toutes les activités de l'utilisateur sur au moins 60 jours. Donc voilà, c'est une sur deux, quasiment. Ensuite, suite à la nuit du hack, il y a eu pas mal de bug bounty. Il y a eu aussi à la même période l'annonce du bug bounty du Pentagone. Il y a quand même près de 1400 hackers qui ont été sélectionnés. Et apparemment, déjà 138 vulnérabilités ont été remontées. Enfin, plus ont été remontées, mais 138 ont été vues comme éligibles au bug bounty. Et je crois qu'il y aurait eu, ouais, c'est ça, 150 000 $ déjà de distribués pour ces vulnérabilités. Bon, ça fait un peu plus de 1 000 $ par vulnérabilité, ce qui n'est pas énorme non plus. Alors pour reprendre les termes d'une personne dont je ne citerai pas le nom, c'est le Uber du pentest, le bug bounty. Bon, conférence STIC, compte rendu il y a eu quelques minutes. Hack in Paris, donc à la Maison de la Chimie, je ne sais pas si des gens y étaient. Parce que j'ai l'impression que c'est la première année depuis un bout de temps où Hack in Paris et Nuit du Hack ne sont plus au même endroit. Ça, c'est assez amusant. C'est un site qui s'est amusé à récupérer toutes les CVE depuis que CVE existe et d'extraire tous les mots et d'en faire une classification. Et je les ai repris quasiment. Alors, c'est graphique, donc j'ai essayé de faire dans l'ordre de ce que j'envoyais. Et ça fait quasiment une phrase des mots les plus utilisés dans les CVE. Et ça fait Hello, Remote Attacker via Arbitrary Vulnerability. Donc, le mot le plus trouvé, c'est Hello. Ah, d'ailleurs, sur les conférences, j'ai pas fini. B-Rump. Excellente conférence qui a eu lieu ici. C'est parti d'une blague de Eloi concernant Stick, je crois qu'il y avait eu de place. Et finalement, la conférence a vraiment eu lieu. C'est pas dans l'ordre, hein, donc Biram, ça va avant Hack in Paris. T'es tout petit. Et donc, très très sympa, plein de petits trumps, beaucoup de francs-parler. Google a publié récemment un site qui s'appelle myactivity.google.com où vous pouvez retrouver. C'est pas nouveau. Ouais, alors, à communiquer sur le sujet. Et quand vous voyez tout ce qu'il y a, tout l'historique, c'est juste flippant. Heureusement, vous pouvez tout effacer, c'est un peu compliqué parce qu'il faut aller dans un petit menu et effacer en sélectionnant une plage de date. Mais il y a toutes vos recherches, tout ce que vous avez regardé, c'est assez hallucinant. Toutes les vidéos YouTube que vous avez regardées, moi qui n'ai pas de compte Google, du fait de l'utilisation du compte Google de Locia pour uploader les vidéos sur YouTube, parfois je ne me déconnecte pas toujours. Et rien qu'à partir de ça, il y a un historique de fou sur tout ce que je fais avec Google. Et puis, c'est de plus en plus dur. Il faut vraiment se faire des machines virtuelles. C'est de plus en plus dur d'arriver sur un nouvel appareil et d'arriver à s'en servir en utilisant et en montrant jamais qu'on a un compte Google. Il arrive toujours, à un moment donné, où on doit absolument visualiser un document qu'on t'a mis sur un drive quelconque, qui fait que tu es obligé sur cet appareil-là de dévoiler un de tes comptes quelque chose. Putain, puis après c'est mort quoi. Il faut carrément tout désinstaller les applications et les réinstaller pour qu'elles oublient qui tu étais. Non, tu as des outils pas mal. C'est cauchemardesque. Privazer, qui est vachement bien, qui va tout effacer. Comment tu dis? Privazer en français. Privazer. Avec un Z. Privazer, je sais pas comment la prononce. Qui est vraiment pas mal. Bon, je vais installer ça. Privazer. Privazer. Et tu as une version portable, tu n'es même pas obligé de l'installer. Et ça marche vraiment bien. Au moment où tu vas lancer le scan, tu vas juste regarder tout ce qui va récolter comme trace. Et là, tu vas prendre le ça aussi, c'est plutôt intéressant parce qu'en fait, il y a eu donc une saisie de Bitcoin. Il journalise aussi ce que tu effaces. Comment? Il journalise aussi ce que tu effaces dans les traces. Donc, en 2013, il y a eu une saisie de Bitcoin suite à l'arrestation de personnes de trafiquants de drogue. Et Ernst & Young s'est occupé donc de la vente
aux enchères de ces bitcoins. Et j'ai pas mis le montant, mais je sais plus, enfin, il y avait une grosse somme, ça a été vendu relativement cher. Et je crois que c'est la première fois qu'il y a des bitcoins comme ça qui sont revendus aux enchères. Hervé, à mon avis, des bitcoins revendus en enchères aux enchères par Elon. Ah, c'est en Australie. Hein. Australie. Pas sûr que ça. Et par rapport à la cote, combien de BD par rapport à la cote? Je sais plus, il faudra regarder sur l'article.